lorsqu'on se rend compte que le monde évolue très vite. Et que nous réalisons que les choses changent rapidement. Parfois même, sans pouvoir les contrôler. Alors, survient le sentiment du temps qui fuit. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière. Et si vous trouviez un moyen efficace, De route, plusieurs escales sont nécessaires. un moyen de profiter de votre temps et un moindre effort, un moyen innovant, doté d'idées créatives et de nouveaux concepts. Média Podcast, écoutez autrement. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Média TV. Tout de suite, le Flash Info. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement rejoint en tant que membre fondateur l'Alliance de la décennie pour les sciences océanographiques, une alliance lancée ce mercredi à l'occasion d'un événement de haut niveau, actant le lancement par l'UNESCO de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. À cette occasion, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a rendu hommage aujourd'hui devant l'UNESCO à l'engagement personnel et actif du roi Mohamed VI sur les questions climatiques et environnementales. Dans une allocution par visioconférence, la princesse Lalla Hasna s'est félicitée de cette heureuse initiative qui reflète une prise de conscience du rôle des océans dans notre histoire et de leur importance pour le présent et le futur de l'humanité. Et c'est parti pour la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Une session entamée ce mercredi par visioconférence avec la participation du Maroc et se tient en prélude à la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE prévue pour les 6 et 7 février. Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné la nécessité de mettre en place un dispositif continental de surveillance génomique par séquençage pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Le ministre a relevé qu'un plan de renforcement des capacités continentales en la matière permettrait en effet de détecter l'apparition d'éventuelles souches mutantes et d'évaluer aussi leur impact sur la transmissibilité et la résistance aux vaccins. Dans le chapitre diplomatique, sachez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, s'est entretenu ce mercredi à Rabat avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme en visite officielle dans le Royaume. Cette visite intervient dans le cadre des préparatifs de la 24e session de l'Assemblée générale de l'OMT, prévue à Marrakech en octobre 2021, à la suite de la signature de l'accord entre le Maroc et l'OMT portant sur l'organisation de cet événement dans le Royaume. Durant cet entretien, Nasser Bourita a exposé l'expérience du Maroc sous les hautes orientations du roi Mohamed VI en matière de lutte contre les retombées négatives de la pandémie du nouveau coronavirus. Il a insisté sur la détermination du royaume à poursuivre sa coopération avec l'OMT pour redresser le secteur touristique national en tant que vecteur de développement durable. Pour sa part, Zurab Pololi Kachvili a salué le positionnement du Royaume du Maroc comme destination touristique de premier rang dans le continent africain, un positionnement dont les fondements justement sont la stabilité, la richesse du patrimoine culturel et la diversité de l'offre touristique marocaine. L'enquête sur l'origine du coronavirus se poursuit. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont visité ce mercredi l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Un institut attaqué par l'ex-président américain Donald Trump, souvenez-vous, d'avoir laissé fuiter le virus à l'origine de la pandémie de Covid-19. Et il comporte plusieurs laboratoires à haute sécurité. Les experts sont restés environ 4 heures à l'Institut de virologie. Et voilà l'essentiel de l'actualité à retenir ce soir. Restez sur notre antenne. L'information se poursuit. À plus tard.
Bonsoir à tous, je suis extrêmement ravie d'animer cette soirée spéciale ce soir en votre compagnie. Soirée culturelle dont le titre Tamr Rabit résume un concept unique au monde, celui d'un Maroc pluriel, riche de la diversité homogène de ses composantes. Et comme pour fêter une de ses composantes millénaires, nous mettons ce soir la culture juive marocaine à l'honneur. Son apport à l'identité marocaine est incontestable et ses traits ont embelli les expressions culturelles marocaines perpétuées ici, comme aux États-Unis, en Europe et en Israël. Pendant plus de 2 heures, nous vous ferons voyager, rencontrer des personnages d'exception et surtout, nous commémorons la mémoire. Nos invités viennent d'horizons multiples et divers, académiques, politiques ou artistiques, avec un point commun, ils sont les filles et fils du Maroc, Ouled ou Bnat el-Bled. Leur Maroc, ils portent dans leur cœur ici et ailleurs. L'un d'entre eux a d'ailleurs tenu à nous envoyer une pensée pleine de messages et de bonne humeur. Gad Elmaleh, mesdames, messieurs, donne le la à cette soirée culturelle spéciale sur Média TV. Salam alaikum, ma'akoum Gad Elmaleh, merci de votre invitation, merci à Média TV, merci et bravo à Bilal, chef d'orchestre de cette soirée unique. Je suis très fier de donner le coup d'envoi de cette soirée qui va nous montrer avec beaucoup de bonheur la composante juive des expressions culturelles marocaines. J'y suis très attaché, je suis très fier d'être une composante de cette composante, petite composante. Et je crois que plus que jamais aujourd'hui, avec ce que nous vivons dans le monde, je me rends compte à quel point la marocanité va au-delà d'une nationalité, d'un passeport, d'une simple identité. Mais c'est une philosophie de vie, c'est un modèle unique, singulier, fort dans le monde entier, de fraternité, de solidarité, de lumière. Voilà, plus que jamais je suis fier d'être marocain. Alors je voulais simplement témoigner, vous souhaiter une belle soirée, vous dire laftkoum, de vous dire rana ma'akoum, dima et laïs al-Magharba. Tout au long de ces 2 heures, j'aurai le plaisir d'accueillir des invités, des personnalités distinguées. Tout d'abord, en cette première partie de cette émission culturelle spéciale, depuis Rabat sera avec nous Jam' Baïda, qui est directeur de nos archives au Maroc, nos archives marocaines. Et puis nous irons également à New York à la rencontre de Rabbi Daniel Obadia, rabbin là-bas à New York aux États-Unis. Et sera avec nous depuis Casablanca Kamal Hashkar, réalisateur de 2 documentaires dédiés aux Juifs du Maroc. Et puis de Bruxelles, Paul Dahan, fondateur et conservateur du musée d'art juif marocain de Bruxelles, également président du Centre de la culture judéo-marocaine à la capitale belge, sera également avec nous. Et avant d'établir le contact avec nos invités, je voudrais tout d'abord revenir sur ce préambule de notre constitution marocaine de 2011 qui stipule, je cite, « État musulman souverain attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale. Le royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible. Son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques Amazigh, Saharo-Hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. » Fin de citation. Et tout d'abord, à présent, je vous laisse avec ce documentaire, ce mini-documentaire qui vous emmènera à Fès, Sefrou et Casablanca, une des nombreuses villes marocaines où les Juifs ont vécu et pour certains vivent encore là-bas. Des images exceptionnelles, un réel voyage dans le temps en compagnie de Younes Barakat, Abd Samad Montasser et Malika Mchkour. دار بدها تكون لبي براني ولا غريب كل ما تطلب تصيب بلا تنيدة أيام سعيدة في دار لبيدة
الدار البيضاء هي حياتي، هي كل شيء. انا تزاديت في المدينه القديمه، درب الانجليز، هادو دروبه اللي كان فيهم واحد التمغربيت، كانت جوره اللي ما بقاتش اليوم مالوغوزمون. ما عمر هاد القضيه ديال انت يهودي ولا انا مسلم ولا انت كدي، ما عمرها ما كانت تطرح. مهموم والعقل حيران، ضيعت ايام السباب اهو في قلبي شعل. الجيران ديالنا كانت لا فامي في حما اللي هو اليوم ان غران رابان اللي في بالنسبه لو سيموتيير لي كروك مور، كانوا لا فامي بيتون، كانت لا فامي ميلو اللي منهم المطرب مغربي اللي عايش اليوم مستقر في كندا اللي ملول، حتى جد قاد المالح كان ساكن في الموبل اللي انا كبرت فيه، كان ساكن تما درب الانجليزي. قريت في الاول هو لاليونس اسرائيليت، وهذوك المدارس ديال لاليونس اسرائيليت ماشي مدرسات ديال يهود، مدرسات مغربيه كتكون 50% 50% يهود ومسلمين. كنا كنقراو جميع، وكل اثنين مع الصباح اللي هز الرايه وكلنا كنغنيو من بيت الاحرار. دونك كانت واحد تمغربيات كيحفظوا لينا اشنو الاعياد ديال اليهود، اشنو اليهود ديال الاعياد ديال المسلمين ديال المسيح. دونك هذا هو لا ريشيس كولتوريل اللي كانت عندنا. كدمت المحابة سنين، كدمت المحابة سنين، الله المفاني اكتتاب، الله المفاني اكتتاب. هذه المدرسة تسمى إمام بانيم أم البنيم، عندها تقريبا 90 عام، وتبنات علي جميع الجماعة اليهودية اللي كانت هنا. كل واحد كان كيعطي، واحد كيعطي درهم، واحد كيعطي 5 ريال، واحد كيعطي 10، وجمعوها العيالات هما اللي يخدموا الكثرة على هذه المدرسة. إذا هنا ماشي تدخلوا، ماشي نوريكم هنا مسيو حميد هو اللي يتكلف بها، هو له خلق هنا، هذا ما يكمل لكم له خلق هنا. من هذه الجهه عندكم هنا 22 قاعه ديال المدرسه، وهنا كان المكتب ديال المدير. الا بغيتيو تدخلوا تشوفوا بحال حميد مازال الاثار ديال التلاميذ. عندك هي بالعربيه مكتوبه مدرسه ام البنيم، التعليم ديال الاسرائيلي سفروا المغرب. عندكم السميه هنا ديال التلميذ باه مو فوق قرا فوق خرج. ها هو هنا 1963 1961 بون فريكونتاسيون بون باس au CM2. الغربة والفراق والوحد والوحدانية، إذا يضيقوا على جبل الهند. هنا لي زارشيف، الارشيف الى شتي نحط لك واحد الكارني كيف ما كان سميت الناس اللي كانوا كيعطيو الفلوس. ها هو هذا عاطي 5 دراهم، هذا عاطي 70 درهم، وكان كيجيو وكيتكونطابيليزيو هنا حسابات. هما كاينين هنا الحسابات، هنا هذا الحساب تاريخ كاين المدخول والخروج هنا اكتوبر 1964 هنا. الغربة والفراق والوحدانية،
فرق حبيب اي هذاك الموت دواها محيني هذاك الموت دواها القبض هو طبيب معلم اخبارك مزيان بخير باش عليك صحه لاباس بخير ماشي بخير الله يبارك فيك هما جاو يزورونا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بهم انت ما ديما مرحبا بك انت بلادك انا بلادي هذه سيدي مرحبا شنو علاقه اليهود بهذه البلاصه اللي فيها هو يقول لكم حيت هذه عاد بلاد هذا هو الملاح واليهود كانوا عندنا في على الشارع راه مازال حافظين بعض الاسامي ديال بعض اليهود اللي لحقنا هنايا وتصرفنا معاهم بعنا مثلا تصرفنا مع ميشيل غزلان وباه إلي غزلان وخوه شالوم غزلان صرفنا مع جوزيف هاروش مع بنيامين سيريرو ومازال عندنا دابا هنا مردوش مول السنان تصرفنا مع موشي مويان مازال ولدو عنده لوطيل تصرفنا مع هذا خو راؤول كوهين هذا اللي قبل تساوي كوهين هذا كلهم كنا كنتصرفوا معاهم وكان عندنا دلال هنا سميتو حايم كان عندنا صنايعي في فلورنس سميتو سيون فهمتي كنا كنتصرفوا معاهم هنايا عمر سلعه زعما كلينا وشربنا معاهم كنا ندوزو من هنا الذهبيه كلهم كانوا يهود راه يسد والصنايعيه اللي كانوا يخدموا عندهم الاولاد اللي كانوا كيخدموا عندهم تعلموا الصنعه الحرفه وفي التالي بالامكانيات اللي كانت لهم سراو الحوينته وصوبوا وطلعوا راسهم حتى هما ما عندنا ما نقولوا ولكن هما كيهداو كيقولوها بنفسهم كيقولوا بان حنا اليهود هما اللي علمونا حنا اليهود هما اللي كانوا يوكلونا اليهود هما اللي كانوا كيديروا الصناعه المسلمين تعلموا منهم والى يومنا هذا على دوك ليا De suivre ces témoignages sur le capital matériel et immatériel de cette composante judéo-marocaine dans cette ville de Sfro, mais aussi à Casablanca ou encore à Fès. Et puis j'aimerais à présent établir le contact avec notre invité qui est depuis New York, Rabbi Obadia, Daniel Obadia, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Rabbi Daniel Obadia, merci d'être avec nous. Oui, merci, bonsoir. J'aimerais commencer avec vous avec ce proverbe juif qui dit « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes ». Alors, Rabbi Obadia, quel est le rôle aujourd'hui des rabbins dans la transmission aux jeunes générations de cette tradition culturelle, notamment aussi sur le plan de rituel à travers justement ces traditions judéo-marocaines ? D'accord, voilà. Bon, alors merci en tout cas pour votre invitation. Donc là, je vous parle d'une des synagogues marocaines du Long Island qui est à New York. Pour vous situer un petit peu, c'est juste à côté de l'aéroport de JFK. Et comme vous savez, il y a plus de 50 000 juifs marocains à New York. Imaginez-vous combien il y a dans toute l'Amérique. Nous, par exemple, on est une communauté marocaine. On a beaucoup de personnes de Sefrou, de Marrakech, de toutes les villes. Surtout Sefrou et Marrakech. Donc, vous avez posé une question qui est très importante, qu'aujourd'hui, pour pouvoir transmettre le message très important, toutes ces milliers, plus de 1000 ans d'histoire du Maroc, ce pays qui a tellement donné, ce pays qui est tellement accueillant,
ce pays qui est vraiment incroyable. Il faut venir pour voir, pour y croire et pour pouvoir donner ce message à nos enfants, aux générations futures. Et donc, ce serait très dommage de s'arrêter là quand c'est le seul moyen comment transmettre un message, c'est venir faire visiter ces lieux de culte, ces synagogues, ces cimetières, cette histoire, cet accueil, comment ils ont vécu ensemble. Donc tout ça, c'est quelque chose de très très important et comme on a l'obligation à tout rabbin et à toute personne et à tout parent de transmettre ce message fort parce que tout le monde est extrêmement fier d'être marocain. Vous pouvez être né en Amérique ou en France ou n'importe où en Europe et vous dites toujours je suis marocain. Et même ceux qui n'ont pas eu ce bonheur d'être marocain, ils disent même si je ne suis pas marocain, mais j'ai un cœur marocain. Donc vous voyez cette importance. Et ça, c'est très important de le transmettre aux générations futures. Très bien. Il y a avec nous aujourd'hui aussi le gardien de ce patrimoine immatériel au Maroc, en la personne du directeur des archives marocaines. Bonjour, professeur Beida. Bonsoir. Alors, on vient de le suivre, donc c'est le rôle aussi, bonsoir, n'est-ce pas ? madame. Bonsoir, je vous entends très bien. Donc c'est le rôle aujourd'hui de toute composante de cette diaspora, n'est-ce pas, judéo-marocaine, eh bien de transmettre, n'est-ce pas, ce patrimoine, cet héritage aux nouvelles générations, aux jeunes générations. Alors quel est justement votre rôle à vous en tant que directeur des archives pour d'abord, avant de parler de transmission, d'abord pour ramasser tout cela, c'est-à-dire pour essayer d'avoir un patrimoine judéo-marocain qui malheureusement avec le temps a pu peut-être se perdre, mais quel est votre rôle en tant qu'archive du Maroc ? Merci de me permettre de parler du rôle des archives du Maroc. Le rôle des archives du Maroc, effectivement, consiste à collecter, à conserver et à communiquer, ce qu'on appelle en archivistique les 3 C. Collecter, conserver et communiquer. Et communiquer, c'est la transmission. Et puis, à côté de cela, on ne doit pas oublier une chose, c'est la valeur probante des archives. Toute science, historique notamment, qui ne se base pas sur les archives, pourrait être comparée tout simplement à une fiction. Or, la fiction, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Et ici, nous essayons de collecter un maximum d'archives, notamment dans le cadre de la diversité et dans le cadre des principes, les hauts principes, sacro-saints principes de notre constitution de juillet 2011 qui consacre la diversité, nous donnons une importance primordiale à la collecte des archives concernant un pan de notre histoire, à savoir l'histoire du judaïsme marocain. Oui. Et j'ajouterais que malheureusement, lorsque cet établissement archives du Maroc a démarré en 2011, il n'y avait quasiment rien ici. Et nous avons déployé rien de fonds archivistiques, surtout concernant le 19e et le 20e siècle. Et nous avons déployé un effort énorme pour pouvoir aujourd'hui, avec fierté, dire que nos chercheurs marocains n'ont plus besoin de pérégriner à travers le monde à la recherche de sources fiables pour écrire l'histoire du judaïsme marocain. Tout beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de fonds, aussi bien des fonds publics que des fonds privés, sont à leur disposition.
Très bien. Alors, je reviens peut-être à New York, chez notre invité Rabbi Daniel Obadia, pour parler justement de l'expression culturelle. Je reviens à cette expression culturelle, même dans les rites. Il y a bien sûr la musique, le chant, n'est-ce pas, qui occupe une place très importante, hein, n'est-ce pas, dans les rituels de la mystique juive. Et il y a de grands sages, n'est-ce pas, qui sont au Maroc, qui sont passés par le Maroc et qui ont porté ces traditions marocaines. Parlez-nous justement de ces sages, de ces qu'on appelle les sdiqin, c'est comme l'awliya salihin pour les musulmans finalement. Est-ce qu'on a, puisqu'on parle un peu de collecte d'informations, est-ce qu'on a une idée sur le nombre de ces sdiqin judéo-marocains qui sont ici au Maroc? Oh, donc voilà, vous demandez une très bonne question, parce que par exemple, si vous voyez derrière moi, j'ai plus de 7000 livres des grands érudits, des grands tzadikim et qui ont écrit ces livres du Maroc, de son histoire, etc. Donc, et c'est qu'une partie, hein, donc le nombre et la vérité, c'est une histoire de plus de 1000 ans. On ne peut pas savoir, mais on parle à des milliers et plusieurs milliers de tzadikim. Chaque fois, on découvre encore de ces grands rabbins, de ces grands tzadikim, et on vient de tout le monde pour les pèleriner. Par exemple, nous, on fait des groupes d'Amérique, et chaque année, ça se multiplie, parce que vous savez, New York, Casablanca, c'est 6 heures, c'est peut-être plus proche que d'aller en Californie, et donc on retrouve nos sources, et on va chez les tzadikim, on ressent et on revit, et on fait les iloulotes, etc. Et vraiment, c'est incroyable, et c'est ce qu'on veut transmettre aux générations futures. Merci beaucoup Daniel Obadia. Alors, on va peut-être enchaîner avec des images très fortes, de très très belles images. Donc, on a bien sûr ces endroits, on parlait de patrimoine, on a le Mellah, les synagogues, les cimetières judéo-marocains. C'est clair que la présence des Juifs dans nos villes a laissé des traces matérielles, mais on oublie que des communautés juives étaient enracinées depuis plus de 2000 ans au plus profond de nos campagnes et dans la plupart des vallées, notamment de l'Atlas. Alors justement, il est originaire de la région de Tinrir. Il s'appelle Kamal Hashkar. Il est parti à la rencontre de judéo-marocains en Israël, notamment ce documentaire Tinrir Jérusalem, mais aussi le dernier, Les Échos du Mellah. Dans tes yeux, je vois mon pays. Je vous propose de suivre ce trailer et on va retrouver Kamal Hashkar. ولكن نوت كينا فقتينا غير ديما ورثنا السوغون تقدر تشقو لا التياتر فقتين غير من سبتدو بما ستيني مقخفون انا سيد التنايم دا تخونتين غير دنا كستعجب كوننا هاد ما ستينات تيني تشوف الدنيا قال لي نخوان انت ما زرت النساء تسمى نسين غير خلاص على كأنك تلوليت تقمديس حتى ما زرتني كاينة أنت دارتني أنا وانا غنكا كلشي تزز كلشي تخوست سيفنا داك شكون حال Et justement, j'ai le plaisir tout de suite d'accueillir via Skype, bien sûr, coronavirus oblige, Kamal Hashkar, que nous venons de voir dans ces images. Azul Fellak, Kamal Hashkar, Tanmir, كنا نخليه تجي نخلي تغسد. Azul Fellak ma Khadija, je suis très content d'être avec vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous et c'est clairement partagé et qu'on partage aussi avec les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment même au Maroc, mais aussi et surtout ailleurs. Kamal Hashkar, vous êtes donc vous-même un enfant de l'immigration et vous êtes assez familier avec ce concept de pluri-identité. Est-ce que c'est votre leitmotiv finalement dans tous les travaux que vous faites, en dehors des documentaires, parce que je sais aussi que vous êtes un militant associatif. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé le premier jour, Kamal Hashkar? Je pense que le fait d'être né à Tinrir, d'avoir quitté Tinrir à l'âge de 6 mois, avec ma mère par regroupement familial pour rejoindre mon père en France, d'être né dans une maison
en terre, d'avoir grandi chaque été à Tinrir et d'avoir appris aussi Tamazirt, enfin de l'avoir entendu, cette double identité à la fois française et marocaine et cet arrachement à la terre aussi que j'ai vécu enfant, de manière inconsciente évidemment, mais qui a été véhiculé, transmis dans le discours familial, où quand je voyais ma mère, mon père quitter Tinrir pour repartir en France pendant 1 an et ne pas revenir au Maroc, je voyais les déchirements de part et d'autre de ma famille qui pleurait, ma grand-mère, que Dieu lui donne encore une longue vie, Masba. Et donc du coup j'étais très vite sensible à cela. Et la différence effectivement entre mon exil, enfin notre départ et le départ des Marocains juifs, c'est que leur départ a été définitif, c'est-à-dire qu'ils laissaient derrière eux leur maison, les odeurs de leur enfance. Et pour moi, c'est quelque chose que j'avais envie de comprendre, de comment on survit à Lashkar, qu'avez-vous vu? Dans tes yeux, je vois mon pays. J'ai vu que la jeune génération, autant Tinrir Jérusalem est un film sur le passé, dans tes yeux je vois mon pays, B'ainik Kanchouf Bladi est un film sur le présent et le futur, sur cette jeune génération et notamment sur 2 artistes exceptionnels, Neta El Kayam dont le père est né à Tinrir et Amit Haïkouen qui est originaire, dont la maman est née à Tizgi du côté de Telouet. Quand j'ai vu Neta et Amit chanter en Darija, reprendre notre patrimoine, j'ai vu le Maroc à travers leurs yeux et eux ont vu le Maroc à travers mes yeux. Et je crois qu'aussi ce film, ce dernier film, Dans tes yeux je vois mon pays, est une manière aussi de dire qu'il n'y a pas de fatalité à la grande histoire qui a séparé nos parents et nos grands-parents, que nous, la nouvelle génération, on peut recréer des liens justement à travers la musique, à travers cet héritage, à travers tout ce patrimoine culturel qui nous unit. Et je suis vraiment très content que vous fassiez cette émission qui met à l'honneur et qui met en valeur notre Maroc pluriel de Tanger jusqu'à la Gouira. Et cette jeune génération, elle est avide de reprendre des contacts avec le Maroc, peut-être d'avoir des expériences de vie ici au Maroc. Et c'est pourquoi je me bats avec un certain nombre d'amis et de chercheurs, d'artistes, d'intellectuels et de simples gens, tout simplement, pour faire battre le cœur de ce Maroc pluriel. De simples citoyens aussi, tout simplement, citoyens marocains pluriels. Justement, vous avez dit de Tanger à Gouira, maintenant je vous propose d'aller à Souera et nous irons pour nous rapprocher davantage de ce patrimoine au détour d'une ruelle dans la Médina de cette très belle ville de Souera. Une belle demeure datant du 19e siècle nous ouvre ses portes. Toute de pierre ciselée, la maison, remise à neuf, abrite un complexe historique et culturel inédit et surtout exemplaire. Beit Dakira, inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en janvier dernier. Visite dans ce reportage de Kamal Rounaim et un récit de Ilham Barada. David Yuli Levy ou encore Leslie Belisha, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils sont respectivement un des rédacteurs de la Constitution américaine et ministre britannique des Finances, des Transports et de la Guerre. Leur point commun ? Tous deux sont des juifs marocains originaires d'Essaouira. L'installation des membres de cette communauté à Mogador remonte à 1760. Elle est le fait du sultan alaouite Moulay Sidi Mohammed Ben Abdallah qui veut alors développer cet ancien comptoir portugais. Le travail de mémoire de cette ville qui abritait à une époque 37 synagogues est assuré aujourd'hui par Beit Dakira, inauguré en janvier 2020 par le roi Mohamed VI. Il est important de préciser que cette synagogue de Simon Atia, qui remonte au 19e siècle, se trouve dans la vieille Médina d'Essaouira et l'opération de restauration de la bâtisse a duré 4 ans, ce qui témoigne de la volonté du Royaume du Maroc de préserver la mémoire de notre patrimoine commun. Niché dans une ruelle étroite de la Médina, l'édifice témoigne
témoigne d'une période où islam et judaïsme ont eu une proximité, une complicité et une intimité exceptionnelles. La maison réunit des objets offerts par des familles locales et permet de découvrir des destinées hors du commun de juifs d'Essaouira. L'exposition présente des photographies anciennes, des films d'archives, des enregistrements musicaux, des costumes traditionnels et objets religieux. À l'étage, un centre de recherche doit accueillir des résidences de chercheurs et des travaux sur l'histoire entre islam et judaïsme. Cette maison monde, Beit Dakira, ce n'est pas uniquement un devoir de mémoire, mais c'est aussi un appel au monde entier pour dire toutes les dynamiques et les initiatives sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, dire cette richesse, cette diversité et cette histoire profonde, mais aussi cette composante plurielle et unie autour des constantes de la nation. Beit Dakira se veut un espace de convivialité, de joie, de rencontre. Un lieu qui parle de patrimoine et protège ce qui a été et ce qui est toujours l'art du vivre ensemble au Maroc. Un patrimoine que de nombreux juifs marocains du monde viennent rechercher sur la terre de leurs ancêtres. C'est le cas de la chanteuse Tamar Einzelman, venue enregistrer des chansons au Maroc. يا اليهود مسلمين كونوا فاهمين اسحق واسماعيل خلقهم رب العالمين يا اليهود مسلمين كونوا فاهمين اسحق واسماعيل خلقهم رب العالمين لا حدي هي الأرض المقدسة Et nous restons à Souera. Il a beaucoup accompli pour sa ville, cette ville de Souera et sa communauté. Homme de lettres et de politique, André Azoulay est l'un des gardiens de la mémoire judéo-marocaine. Je l'ai rencontré pour vous à Rabat. Regardez. Je voudrais revenir avec vous il y a un an, presque jour pour jour, ce 15 janvier 2020, la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Beit Dakira. Qu'apporte cette visite royale à cet endroit, à la mémoire de ce royaume du Maroc? Personnellement, en tant que Souéri, en tant que Marocain, c'est life challenge, l'achèvement d'une vie. Vous savez, cette visite n'était pas celle d'une communauté ou à une communauté, n'était pas une démarche spécifique, ethnique, juive. Elle était celle de notre Maroc à tous. Elle était celle de ce dont beaucoup d'entre nous, et en tout cas pour ce qui me concerne, je le dis, je l'assume et je le répète, elle était celle de la richesse de toutes nos diversités dans notre unité. Et cette diversité étant elle-même, je crois, le réacteur de la modernité de notre société, de notre culture, de notre humanisme, enfin de notre façon d'être. Et pour ceux qui, de temps en temps, s'interrogent sur l'exception marocaine, ils osent même dire l'exception marocaine, moi, ça n'est pas une exception. L'exception, elle est précaire, elle est celle d'un moment, elle est celle d'un instant. Cette visite, elle était celle de l'éternité. Et donc là, comme je le disais, ceux qui ont pu douter ont compris que nous étions sur quelque chose de fort, quelque chose de vrai, quelque chose de légitime. Et j'ai été à la fois impressionné et tellement réconforté par la réaction de tous mes compatriotes autour de moi, de tous mes amis, non-juifs, juifs, qui ont là mis entre parenthèses les doutes d'avant, les questions auxquelles ils ne savaient pas apporter de réponse. Je n'en fais pas partie, je n'ai jamais douté.
sur le fait que nous étions là, enfin presque à l'apogée de cette démonstration que beaucoup d'entre nous ont voulu porter en disant, voilà, d'ailleurs dans mon propos à Sa Majesté le Roi, j'ai eu l'audace, et il a bien voulu l'accepter, de me présenter à lui comme étant un Souhairi âgé de 3000 ans, pour lui dire justement la profondeur de notre histoire, qui est le socle à partir duquel tout est possible, et en même temps à partir duquel le doute n'est plus permis. On reste dans Dakira, dans la mémoire, et on part tout de suite à Bruxelles pour rencontrer, et en tout cas établir le contact via Skype, avec le fondateur et conservateur du musée juif de Bruxelles. Bonsoir Paul Dahan. Bonsoir. 3000 ans d'histoire, n'est-ce pas? Et justement, toute cette histoire-là, finalement, quel est le rapport aujourd'hui qu'on a, ou en tout cas que cette communauté a avec la mémoire judéo-marocaine? Écoutez, les Juifs marocains, tout comme les Marocains en général, aujourd'hui éparpillés dans le monde, l'importance, c'est de garder cette mémoire, les origines, les racines, et comme l'on sait que sans cela, il n'est pas possible d'avoir une vision de l'avenir, moi je travaille depuis plus de 35 ans sur les phénomènes de la mémoire et les problèmes liés à la perte de la mémoire. Donc, si vous voulez, le peuple juif, et particulièrement marocain, a toujours voulu garder ses racines. C'est une nécessité, c'est vital. Parce que si, vous savez, d'être français ou d'être belge comme moi ou américain, c'est quelque chose qui vient dans la superficie, qui vient tardivement. Et tout est lié à notre enfance, à notre mémoire marocaine, et c'est fondamental. Donc, moi, j'ai créé un centre du judaïsme marocain à Bruxelles pour bien montrer la spécificité judéo-marocaine qui n'a d'égal nulle part au monde. C'est-à-dire qu'on peut regarder, vous savez, les Juifs sont un peu partout dans le monde, on les retrouve partout, vraiment, dans tous les pays. Et il y a une spécificité marocaine. Les seuls qui retournent avec une force, une attraction vers le Maroc sont les Juifs marocains. On ne voit pas, on voit très peu de Juifs d'origine d'Allemagne, de Pologne, de Libye ou de Syrie retourner, retrouver leurs racines comme nous les avons gardées. Donc, je pense que c'est un exemple très particulier et très important qui peut être un exemple pour le monde entier. C'est une histoire d'amour en fin de compte, avec des hauts et des bas, j'en conviens. Mais moi, en étant à Bruxelles, j'ai jamais quitté le Maroc d'une certaine manière. Oui. Mon esprit reste lié au Maroc. Alors justement, Paul Dahan, vous avez organisé une exposition sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2019 qui s'intitule « L'autre, c'est moi ». Alors au-delà des différences de croyances, cette exposition veut surtout montrer les points de convergence, n'est-ce pas, qui rassemblent les communautés. Citez-nous quelques-uns de ces exemples-là, si vous le permettez, Paul Dahan. Voilà, on a essayé de montrer dans cette exposition les 4 temps les plus importants de la vie, c'est-à-dire la naissance, les rites de passage, donc à 13 ans, 13-14 ans, le mariage et puis la mort. Et si vous voulez, ces 4 temps sont universels. Partout où on va dans le monde, on fait une naissance, on fait quelque chose pour la naissance. Et là, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'une naissance d'un enfant juif Harissani, par exemple, dans le Tafilalet, ou à Oujda, ou à Tanger, est différent. Parce que ça emprègne les traditions locales. Et donc, le Maroc a toute sa force dans sa diversité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment
ça qui fait sa force culturelle, sa force politique, etc. Et sa reconnaissance au niveau mondial, c'est cette diversité. Le nombre de musiques, le nombre de costumes, de bijoux, de nourriture qui existe au Maroc est incomparable. Voilà, et c'est ça que j'essaie de montrer aux jeunes Marocains nés en Belgique, mais d'origine marocaine, qui malheureusement ne connaissent pas très bien leurs origines. Et pour moi, c'est leur donner une fierté de leurs origines pour ne pas se perdre dans un monde auquel les parents n'appartiennent pas vraiment. Enfin, voilà. Donc c'est pour leur donner un peu d'histoire et de passion face à leurs origines. Parce qu'on bouge dans un territoire, on bouge dans l'espace, mais on reste imprégné de ses origines. Très bien. Merci beaucoup, Paul Dahan. Je voudrais revenir à présent à Rabat avec le directeur des archives du Maroc, Jam Baïda. Et toujours dans cette question de mémoire, professeur Baïda, on parle bien sûr de capital matériel que l'on peut voir dans ces musées. Et d'ailleurs, il y a un projet qui a été lancé par le souverain pour un musée juif à Fès. Et il y a aussi le capital immatériel que l'on ne peut pas voir. Alors, comment y accéder à ce capital immatériel selon vous, pour justement rapprocher davantage, que ce soit cette communauté judéo-marocaine, comme le disait Paul Dahan, qui se trouve un peu partout dans le monde, ou même pour les Marocains? Alors, si c'est pour parler des archives, là je suis intarissable, mais je vous rappellerai, je viens d'écouter l'intervention de mon ami Kamal sur ces deux films. Et comme j'ai écouté l'intervention de Paul Dahan, un ami également, et aussi son Excellence, M. André Azoulay, les films, autant que le musée et Beit Dakira, se sont basés pour assurer la crédibilité du message qu'ils véhiculent, se sont basés sur les archives. Donc les archives, c'est là le socle solide sur lequel peut se baser tout message prônant la diversité et valorisant notre patrimoine juif. Ici, nous avons pu, depuis 2011 maintenant, collecter un ensemble d'archives auprès des institutions étrangères, notamment en France et aux États-Unis. Et je citerai pour la France les archives du Quai d'Orsay, mais aussi les archives de l'Alliance israélite universelle et du mémorial de la Shoah, toujours à Paris. En ce qui concerne les États-Unis, nous avons collecté un ensemble d'archives relatives non seulement au Maroc, mais au Maghreb, auprès de Holocaust Museum of Washington, D.C., et pour les archives privées, nous avons fait appel à beaucoup de personnes qui détiennent ces archives et nous avons pu avoir les archives de Feu Simon Lévy, le fondateur du musée du judaïsme marocain à Casablanca, mais aussi une bonne collecte offerte gracieusement par mon ami Paul Dahan. Et, oui. Et le gros lot que nous traitons actuellement, ce sont les archives privées de Haïm Zafrani, qui nous ont été offertes très généreusement par la fondation Essaouira Mogador, présidé par son Excellence M. André Azoulay. Et ce fonds qui compte aujourd'hui quelque chose comme une quarantaine de cartons est actuellement on a presque fini la numérisation et ça viendra enrichir à la fois les fonds des archives du Maroc et le centre Haïm Zafrani de Saouira que vous venez d'évoquer. Je termine en deux mots. Toutes ces archives, aussi bien en format papier qu'en format numérique, sont à la disposition des usagers. Et j'ajoute, et je fais un appel à travers cette belle émission, un appel à
tous nos compatriotes juifs, là où ils se trouvent dans le monde, à travers le monde, de faire don aux archives du Maroc, du patrimoine archivistique qu'ils détiendraient. Cela nous permettrait de transmettre le beau message de coexistence, de diversité qui est Tamribit du Maroc. Absolument. Tamribit du Maroc qui est aussi, donc vous le disiez, un peu partout dans le monde. Et quand on parle de mémoire, avant de parler de ce capital peut-être matériel et immatériel, généralement quand on parle de cette composante culturelle judéo-marocaine, on pense souvent aux célébrations. Et pour en parler, j'aimerais poser la question justement à Rabbi Daniel Obadia à New York, qui est justement dans une synagogue marocaine à New York, comme il l'a précisé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que, justement, cette manière marocaine de fêter les fêtes juives a voyagé avec cette diaspora judéo-marocaine à l'étranger et qui a peut-être même ajouté ses touches marocaines à ces festivités ailleurs? Oui, parfaitement. Surtout savoir que les Marocains, donc pour ces festivités, ils sont très connus pour ça. C'est pour ça que tout le monde essaye de les suivre, de copier, c'est tellement riche, c'est tellement important. Et donc, on voyage, on fait des pèlerinages, on voyage plusieurs fois par an et on amène avec nous plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui viennent pèleriner et pour voir ça. Mais pour pouvoir continuer ces choses-là, il faudrait quand même, vous savez, ça fait plusieurs années et peut-être plusieurs dizaines d'années que les lieux de culte, les patrimoines juifs, les cimetières, les synagogues, les écoles, ils sont en état de détérioration. Et donc, je pense pour pouvoir amener plus de personnes qui voyagent de plus en plus au Maroc et faire connaître ça à la jeunesse d'aujourd'hui et à nos enfants, j'aurais dit peut-être de sauvegarder les patrimoines, comme par exemple si chacun dans sa ville, tout le monde est touché par sa ville, par son quartier, par sa synagogue, son école, si chacun s'y mettait et il s'approchait, il se mobilise et qui se met en contact avec les autorités et se mettent ensemble et chacun essaye de rénover ces écoles, comme nous par exemple, on est une communauté qu'on va rénover, une école, une yeshiva par exemple, comme vous avez vu avant l'école de Emma Banim, voir cet état c'est un petit peu choquant. Donc pour pas perdre cette histoire de plus de 3000 ans, on doit se mobiliser et on doit rénover, on doit se mettre tous ensemble. Chaque ville doit s'occuper des ressortissants des villes, comme par exemple nous de Sefrou ou de Marrakech, du côté de ma mère, ou quoi que ce soit, et rénover ces endroits et pouvoir transmettre un message clair et ne plus jamais oublier cette richesse, cette culture, ce que le Maroc donne, ce que le Maroc propose. Et c'est vraiment incroyable et je pense qu'on doit agir très très vite parce que ça risque d'être tard. Par exemple, je peux vous raconter une petite histoire, c'est ma grand-mère, elle me disait ne va pas voir mon quartier, ne va pas voir ma maison. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce que tu vas croire qu'on a vécu dans ces locaux, dans ces endroits. Et je lui ai dit pourquoi. C'est parce que effectivement j'étais un petit peu curieux, je suis parti voir et c'était en état de détérioration. Oui, alors Daniel Obadia, justement, le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a donné le coup d'envoi de la rénovation des Mellah, notamment celui de Marrakech, avec bien sûr la restitution des noms des villes par les familles ou la famille ou plutôt les noms des rues, hein, n'est-ce pas les villes, les noms des rues avec justement le nom de famille juive marocaine qui habitait dans ces rues du Mellah. En tout cas, voilà, donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour continuer ces discussions, mais en tout cas, votre message est clair. Il faut apprivoiser cette mémoire
pour qu'elles puissent être transmises aux générations futures. Donc on va tout de suite enchaîner avec une autre personnalité. Cette fois, c'est une des personnalités phares de la communauté juive marocaine. Serge Berdugo, secrétaire général du conseil de cette communauté, a choisi de nous envoyer un message depuis un bel endroit, la synagogue Et Tedgui à Casablanca. Regardez. Nous sommes à la synagogue Et Tedgui dans le Mela de Casablanca, dans l'ancienne Médina. Cette synagogue est l'exemple même de la tolérance au Maroc. Elle a été créée en 1873 par la famille Et Tedgui sur un terrain qui leur a été concédé par le roi Hassan Ier, le roi que nos rabbins appelaient Hesed, c'est-à-dire le juste. Et au même moment où le roi concédait ce terrain à la communauté juive, il concédait un terrain pour créer la mosquée El Karouani et l'église Buenaventura. C'est-à-dire qu'au même moment, Hassan Ier a concédé 3 terrains pour faire une église, une synagogue et une mosquée. Dans ce programme, puisque vous avez visité tous les coins et les recoins du Maroc, vous avez vu qu'un certain nombre de synagogues avaient été restaurées et un certain nombre de lieux saints et de mausolées aussi bien ceux de rite, disons, Beldi, Amazir, ou de type andalou ou séfarade. Mais ce n'est qu'en 2010, après le discours historique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qu'il y a eu une véritable amplification de cette opération de réalisation et de concrétisation de la sauvegarde du patrimoine juif marocain. Et nous poursuivons la seconde partie de cette émission juste après ce flash de l'information. A tout de suite. Bonsoir, retour de l'information sur Média TV, nouveau flash d'infos. Voici la première information. On commence avec la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui rejoint en tant que membre fondateur l'Alliance de la décennie pour les sciences océanographiques. Une alliance lancée ce mercredi à l'occasion d'un événement de haut niveau actant le lancement par l'UNESCO de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. À cette occasion, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a rendu hommage aujourd'hui devant l'UNESCO à l'engagement personnel et actif du roi Mohamed VI sur les questions climatiques et environnementales. Dans une allocution par visioconférence, la princesse Lalla Hasna s'est félicitée de cette heureuse initiative qui reflète une prise de conscience du rôle des océans dans notre histoire et de leur importance pour le présent et le futur de l'humanité. C'est parti pour la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, une session entamée ce mercredi par visioconférence avec la participation du Maroc. Elle se tient en prélude à la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA prévue pour les 6 et 7 février. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné la nécessité de mettre en place un dispositif continental de surveillance génomique par séquençage pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Le ministre a relevé qu'un plan de renforcement des capacités continentales en la matière permettrait en effet de détecter l'apparition d'éventuelles souches mutantes et d'évaluer leur impact sur la transmissibilité et la résistance aux vaccins. Le Mali est en deuil. 10 soldats ont été tués ce mercredi dans une attaque imputée à des extrémistes contre leur poste de Boni dans le centre du pays, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel.
L'organe de propagande proche d'Al-Qaïda a attribué cette attaque à une alliance extrémiste affiliée justement à Al-Qaïda. C'est la plus meurtrière en 2021 contre les forces maliennes qui ont perdu des centaines d'hommes de la sorte. Ces dernières années, fait rare, les assaillants ont eu recours à un ou des véhicules blindés selon un responsable sécuritaire. Toujours en Afrique, en République démocratique du Congo, un partisan du président Félix Tshisekedi, Christophe Mbosso, a été élu ce mercredi à la tête de l'Assemblée nationale, 3 semaines après la destitution de sa présidente pro-Kabila, Jeanine Mabunda. Sur 466 votants, Mbosso a été élu avec 389 voix. Candidat unique et doyen de l'Assemblée, il s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre après avoir quitté Kabila et son front commun pour le Congo. Allez, un mot de sport dans le stade omnisport de Limbé. Le champion en titre a tenu son rang. Le Maroc a facilement battu les Lions du Cameroun pour se qualifier en finale du CHAN. Victoire nette et sans bavure sur le score de 4-0 face au pays hôte. Et plus tôt, les Aigles du Mali ont composé leur billet pour la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020, en battant la Guinée au tir-but 5-4 ce mercredi soir au stade Japoma à Douala, justement. Finale prévue dimanche prochain à Yaoundé. Le Mali affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale opposant le Cameroun au Maroc. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, je vous retrouve plus tard pour un journal. الدمعة من العين وقتي استخمامي نبكي سام غرابيت كلنا واحد. C'était la chanteuse Neta Al-Khayyam, l'une des voix New Generation de l'art judéo-marocain, qui nous a consacré cette dédicace en musique dans son studio en Israël. Notre soirée culturelle se poursuit. Avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour ce second tome de cette émission. Et tout d'abord, depuis Israël, André Lévy, anthropologue à l'université de Ben Gurion. Depuis Casablanca, Fanny Mergui, qui est une militante et avant tout, surtout citoyenne marocaine de confession juive. David Serrero, artiste lyrique, sera avec nous depuis New York. Et Kamal Hashkar, qui reste avec nous, que nous retrouvons une nouvelle fois en cette seconde partie d'émission. Alors avant de retrouver et d'échanger avec nos invités distingués, tout d'abord ces portraits. Ils sont nés au Maroc. Ils y ont fondé une famille et leur cheval de bataille est la préservation de notre patrimoine judéo-marocain. Susanna Roche à Rabat, Kevin Fall à Casablanca ou encore Sonia Cohen à Tanger veillent chacun dans son domaine à protéger notre riche patrimoine musical, culinaire ou religieux. Ilham Barada et Hayat Ziani sont allés à leur rencontre. Donc Susanna Roche, native d'Erfoud et habitant Rabat depuis plus de 40 ans, mariée, 2 enfants, 5 petits-enfants. À la retraite après une longue carrière dans le tourisme depuis 2015. Actuellement, j'essaye de faire de mon mieux pour la conservation et la transmission en générations futures de notre patrimoine judéo-marocain.
هذه مريم بنتي avec la tenue berbère هادو جوج بناتي وهذه مريم وراجلها ليلة الحنة وهاد لا فوتو بالضبط إلهام زعما elle me rappelle des souvenirs extraordinaires هذه الليله ديال الحمام ديالي ونافي لابيتود كنلبسوا هاد الكسوه ديال بالمبره وبالنطع كاين اللي كيديرها بوردو خضراء ولا هذا واللي زوين وهي هاد لا توني انا جو لي كونسيرفي والبنات ديالي ليله الحمام ديالهم عاوتاني لبسوها افيك فريمون ان بليزير فرحانين بها لو سامدي سوار دونك لا في دو مارياج كنبغيو نديو العروسه للحمام كنمشيو كلنا مجموعين للحمام كنديو معنا الشمع وكنديو معنا حوايج زوينين لي فروي سيك لي فروي كونفي دي غاتو دي ليموناد حاجه اللي تمشي هذا كنمشيو كتدخل العروسه هي ان بان عادي كتغسل العروسه وهذا وخصها ولا بدا il faut qu'elle se baigne dans ce bain rituel c'est une espèce de petite piscine un bassin اللي كيكون فيه نورمالمون الماء اللي يكون فيه il faut que ce soit une eau pure كتكون الماء ديال الشتاء ولا ديال une source pour que ce soit cachère donc كتغسل العروسه وتمشي باش تعاود تغسل il faut qu'elle soit trempée dans cette eau كتمشي تدخل معاها عكوزها وماماها وكتكون واحد المراه اللي هي مسؤوله على هذاك لو بان اللي كتكون ريليجيوز وخصها هي تشهد بعينيها باش هاد العروسه جات دارت داك لو بان ريتويل في لا سواري ديال الحنه au moment où la mariée porte cette belle robe traditionnelle au moment où on commence à mettre le henné avec les coutumes il y a واحد la chanson اللي هي مشهوره ومحبوبه et qui se transmet de génération en génération. On a une petite partie اللي كنقولوا يا ناس قولوا تبارك الله عليها والشوار ديالها عملت بيديها Je suis Kevin Fall, je suis né à Casablanca et je gère la pâtisserie de Madame Fall qui porte mon nom. C'était mon arrière-grand-mère et on perpétue la tradition de ces recettes depuis plus de 90 ans, toujours à Casablanca et au même endroit. Au Zbib, عندك 4 بابكات ديال الشكلاط وغتوبل لي بان همبرغر 15 مع 12 Elliot, finalement dans les sucrés tu les fais beaucoup plus petites. Les gens pensent que c'est une dame à la maison qui est très récente parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Et nous, ça fait 90 ans, voire 95 ans qu'on existe à Casablanca. On est très connus de la communauté juive marocaine. Ce lieu n'a jamais cessé d'exister. Ça veut dire que ça fait tout ce temps-là, c'est resté ici avec déjà les mêmes recettes. Là, vous voyez, on a la chance d'être vraiment au moment où on fait les galettes salées, qui est vraiment la star chez nous, le produit le plus connu. On fait également des galettes sucrées et on a gardé les mêmes recettes intactes. Alors, pour moi, c'est typiquement marocain. Pourquoi? Parce que tout le monde les faisait à la maison, que ce soit les musulmans ou les juifs. Donc, c'est des galettes très simples, c'est très fin, c'est vraiment ultra fin. Et ça cuit assez rapidement. C'est pas particulièrement très salé, mais on les appelle les galettes salées. Et c'est rqaq en fait. Tant que dans le salé, comme vous dites, oui, absolument. On a les briouates, par exemple, les petites briouates aux amandes et au miel. On les fait, peut-être les recettes diffèrent, mais là, c'est la même base. C'est beaucoup d'amandes, que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs, en tout cas au Maroc. Je ne fais pas de différence, mais c'est juste pour comparer. Dans les cigares, on fait de la shbakia, qu'on fait avec des recettes qu'on a nous-mêmes, qui sont un petit peu moins sucrées, qui sont de la shbakia nature, il y a un nom pour ça mais qui m'échappe, qui est sans amande, qui est au sésame, qui est au miel, mais c'est une recette juive marocaine d'une variante de la shbakia également.
Chez nous, le plat qui est le plat national chez les juifs marocains, c'est la dafina, que tout le monde connaît. Et je la compare, à, je crois, à la tangia, je pense. Ça cuit très longtemps aussi. La srena, alors c'est plein de choses, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre, du blé, de la viande, du pied de veau, des dattes, tout un tas d'ingrédients qui cuisent pendant 24 heures. Alors, je vois venir, moi, des clients musulmans ici, c'est un mythe pour eux. Je suis Sonia Cohen, je suis née à Tanger, j'ai toujours vécu à Tanger. Grâce à Dieu, je suis bien contente d'être restée ici. Je m'occupe, disons, du patrimoine, parce que cela est une activité qui me plaît beaucoup. Je m'occupe du patrimoine juif de Tanger. On avait beaucoup d'objets qu'on avait gardés dans un dépôt et qui appartenaient à d'autres synagogues. Et puis comme cette pièce était vide, elle faisait partie, disons, de l'appartement du gardien, on a séparé, on a dit, ben pourquoi pas, le président m'a dit, pourquoi pas ne pas faire quelque chose ici? Je lui ai dit, on va faire un mini-musée, en attendant le grand musée de Assayag. Alors j'ai mis un petit peu partout des objets, et voilà. Et je l'aime bien, il est coquet. Alors ici, c'est des photos d'événements qui ont eu lieu ici, dans cette synagogue. Ici, il y a des bar mitzvahs, des téphélim, des pauses quand le garçon a 12 ans, il peut déjà rentrer et faire partie du quorum des 10 personnes pour faire la prière. Alors ici, il y a la bar mitzvah, ici aussi, vous voyez, on peut voir, tu vois le mur, on voit que ça a été fait à cette synagogue ici, à la Naon. Et ça, c'est pas, mais ça c'est assez spécial, c'est la prière des rabbins. Ils s'unissaient disons, aux personnalités musulmanes pour faire la prière, pour demander la pluie, quand il y avait la sécheresse. Le fait d'aller dans la rue et qu'on te connaît, que les gens te connaissent et que les gens te regardent comme si tu faisais partie du paysage. Par exemple, le fait d'aller dans un magasin et dire « Ah, écoute, je n'ai pas porté suffisamment d'argent » et qu'ils te disent « Prends tout ce que tu veux, prends, ne t'en fais pas, prends-le et reviens demain. » Ou que tu ailles dans un autre magasin et qu'ils te disent « Tina Diana, tu nous appartiens, tu es à nous. » Ça, qui c'est qui va te dire ça? Et nous continuons cette belle soirée culturelle en compagnie de Fanny Mergui de Casablanca, également l'anthropologue André Lévy qui se joignent à nous donc par Skype. Bonsoir Fanny Mergui, je commencerai par vous. Des Marocains qui sont installés, qui sont restés, qui ont choisi de rester au Maroc. Alors pour vous, Fanny Mergui, qui rappelons-le, vous êtes une militante, n'est-ce pas? Vous avez vécu en premier lieu au Maroc, après vous êtes partie en Israël pour revenir vivre au Maroc. Pourquoi ce retour, Fanny Mergui? Oui, avec quand même une pause de 25 ans à Paris. Donc, si vous voulez, moi je suis partie à l'âge de 16 ans et demi pour m'installer dans les kibbutzim, mais j'étais, on va dire, j'ai fait partie de la génération de ce qu'on appelait les pionniers de l'État d'Israël. C'est au Maroc même que j'ai été, on va dire, j'ai été recrutée, voilà, disons-le clairement, par des émissaires du mouvement sioniste qui étaient venus au Maroc s'adresser à la jeunesse juive, parce que vous savez que, bon, à l'époque, sous le protectorat français, le sionisme avait pignon sur rue. Et donc nous avions des
nous avions la possibilité d'aller dans des espaces culturels où on nous apprenait en quelque sorte que voilà, nous avions un autre pays, que c'était Israël et que notre avenir était plutôt de ce côté-là plutôt que du Maroc, puisque maintenant le Maroc est en guerre avec Israël et tous les États arabes étant en guerre avec l'État d'Israël. Il nous fallait partir, quoi. Et par conséquent, moi j'ai été témoin des départs massifs des Juifs marocains pendant toute mon enfance, que j'ai passé dans la Médina de Casablanca près du port jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour moi, ça a été une véritable tragédie de les voir partir, beaucoup de chagrin. Je les accompagnais jusqu'au port qui les attendait pour les départs. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. C'était très difficile. Voilà, beaucoup de chagrin, de peine, et eux-mêmes étaient peinés. Ils n'arrêtaient pas de pleurer. Je me disais, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurent-ils? Mais pourquoi ne restent-ils pas, bon, ne restent-ils pas dans leur maison? Pourquoi toutes ces familles avec leurs enfants, avec leur chebnia, leur robe longue, leur châle typique des femmes juives de la Médina et du Mélat, tous ces gens-là partaient en pleurant, je ne comprenais pas. Et bon, c'est vrai que bon, avec l'âge, en grandissant et en étant adolescente, je me suis dit, tous ces gens-là qui sont partis, qui ont disparu de mon paysage humain, il faut que je les retrouve, il faut que je les voie. Et par conséquent, si vous voulez, eux étaient partis parce qu'ils étaient investis dans, on va dire, dans l'appel messianique de la Terre Sainte. On pensait que, si vous voulez, le départ vers Israël était principalement d'origine, enfin était principalement lié à la religion et à l'amour de la Terre Sainte et de Jérusalem. Nous ne pensions pas que cette aventure allait avoir, allait donner autre chose, que nous allions nous trouver dans un pays qu'il fallait construire, dans un pays qui était en guerre avec les pays arabes. Donc tout ça, c'était très, très compliqué. Je passe les détails parce que mais Fanny Mergui, nous sommes partis. Fanny Mergui, alors justement, qu'est-ce que vous avez emmené avec vous? Qu'est-ce que vous avez emmené avec vous et qui est resté justement jusqu'à ce que vous reveniez au Maroc, Fanny Mergui? Écoutez, moi, ce que j'ai emmené avec moi, c'est la petite fille de la Médina qui était libre, qui a grandi dans les rues, qui écoutait la musique des muezzins, qui écoutait les cloches de l'église, parce qu'en Médina, nous vivions ces trois cultures. Certes, les Juifs étaient majoritaires au Méla, et même en Médina, du reste. Mais bon, je suis partie avec tout ça, avec cette, si vous voulez, cette chaleur que j'ai connue au sein de ma communauté, cette liberté d'aller jusqu'à de la Médina jusqu'au boulevard Moula Youssef pour être sur les bancs de l'école de l'Alliance israélite universelle, où bien entendu on nous a inculqué, disons, l'amour de la culture française. Donc je suis partie avec une culture juive, avec une culture arabe, puisque nous vivions vraiment, j'allais dire, notre culture marocaine au quotidien, du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai parlé la darija jusqu'à l'âge de 6 ans, et je n'ai commencé à apprendre le français que lorsque je me suis assise sur les bancs de l'école de l'Alliance. Donc, vous voyez, tout ça, c'était compliqué. La création de l'État juif, la fin du protectorat, les guerres successives, l'indépendance du Maroc. Nous étions perdus, nous n'avions pas de leaders ni des adultes qui pouvaient donner du sens à tout ça. Je pense qu'eux-mêmes étaient dans le désarroi, qui ne comprenaient pas et qui cherchaient une issue. Et ben, l'issue qui nous a été donnée en tant que communauté juive du Maroc, l'alternative, ça a été le sionisme, ça a été les départs massifs vers l'État d'Israël, qui, bien entendu, vu leur caractère massif, ont été organisés. Alors, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? Je suis désolée, je me perds un peu par rapport à votre question, mais j'y reviens. Ce que j'ai pris avec moi, c'est cette vie pleine de chaleur, de couleurs, d'odeurs, faite de darija, de pèlerinage juif au Maroc, des visages de tous ces gens qui ont disparu, les visages de ma grand-mère, de mes grands-mères avec l'Ifnia, mes oncles, mes amis d'enfance. Je suis partie avec tout ça. Je suis partie pour retrouver tout ça. Eh bien, là-bas, je n'ai pas retrouvé tout ça.
parce que je faisais partie des mouvements de jeunesse et que dans les kibbutz, ce qu'on nous apprenait, c'était la culture européenne, c'était la culture ashkénaze, c'était le patriotisme. Il fallait s'investir dans le travail de la terre, dans l'étude de l'hébreu, dans l'étude de l'histoire de la création de l'État d'Israël, dans l'histoire de la communauté juive ashkénaze, puisqu'en fait, tout le monde sait que l'État d'Israël a été créé principalement par le mouvement sioniste qui est né en Europe et tous les establishments. Alors Fanny Mergui, clairement, il reste cet attachement à la terre et au Maroc. C'est un attachement qui est clair, que vous avez exprimé et que d'autres, justement, témoignages ont exprimé. Non, la terre au Maroc. L'attachement à la terre au Maroc, j'ai commencé à le ressentir en Israël. Parce que paradoxalement, au Maroc, nous étions des Juifs et en Israël, nous sommes devenus des Marocains. Très bien. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, Oui, alors si vous le permettez, je voudrais poser cette question, la même question. Non, il n'y a aucun problème. J'aimerais poser la même question à mon autre intervenant, l'anthropologue André Lévy. Alors bonsoir professeur Lévy. Selon vous, comment se traduit cet attachement à la terre des ancêtres, en l'occurrence le Maroc? On a parlé de pèlerinage, on a parlé de ce caractère sacré de la terre marocaine où sont enterrés les ancêtres et les saints, les sadiqines. Finalement, cette hiloula, comment... Bon alors, justement, ma question première, comment se traduit cet attachement à la terre? D'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voulais d'abord souligner que la tradition, ce n'est pas comme une valise qui accompagne l'immigrant. Ça veut dire ça change et par rapport des diverses pressions qui interviennent au processus de transmettre la tradition judéo-marocaine. Il y avait plusieurs pressions sur cela. Tout d'abord, l'immigration du Maroc même et la claire connaissance du moment que ce ne sera pas possible de retourner au pays d'origine. Et deuxièmement, il y avait la politique culturelle du melting pot, dominé en Israël, exigeant que tous les migrants d'abandonner l'héritage de leurs ancêtres. Et troisièmement, il y avait, comme Fanny a souligné, il y avait une image négative en Israël de la tradition qui vient de pays arabes ou musulmans. Israël a choisi la culturelle occidentale comme modèle idéal. Mais malgré ces pressions et d'autres liées à la dispersion des immigrants en travers Israël, etc., les Juifs marocains ont maintenu leur tradition unique. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je veux souligner qu'il y avait deux directions de préservation de la tradition. Alors, deux directions. Une, c'est un développement d'une identité orientale qui n'a fait pas la distinction entre les Juifs arrivés en Israël de différents pays. Et la deuxième, c'était et ça clairement c'est une invention de l'État d'Israël. Il est clair que c'est une invention israélienne et pas vraiment une continuité de la tradition du passé. Mais en même temps, il y avait un autre chemin, c'est la préservation unique de la tradition marocaine. Je parle ici de la continuité et bien entendu également influencé par le présent israélien. Par exemple, si je prends un exemple très très simple, il était impossible de continuer la cuisine judéo-marocaine car en Israël, des ingrédients
ingrédients alimentaires étaient différents, celle du Maroc. Et cette continuité, évidemment, n'est pas limitée à la nourriture. La continuité également a été créée dans la liturgie, et dans les coutumes comme la Mimouna, ou la vénération des tzadikim, des saints ou des marabouts, les ziyara, etc. Très bien. Je reviens à vous, André Lévy, justement, après un extrait où il est question, parce que vous avez parlé de continuité. Alors pour qu'il y ait une continuité, on doit bien sûr connaître l'histoire. Et connaître l'histoire, il s'agit aussi de la communauté marocaine qui doit connaître aussi son histoire, l'histoire de ses aïeuls. Et d'ailleurs, depuis l'année scolaire 2020-2021, eh bien, les manuels marocains d'histoire en l'occurrence, compte un chapitre sur le patrimoine juif marocain ou comment rapprocher la culture juive des jeunes générations marocaines. Écoutons ce témoignage de Saïd Hamzazi, ministre marocain de l'Éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, fait unique dans le monde arabo-musulman et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc a entrepris une démarche visant à enrichir ses manuels scolaires de tous les éléments mettant en exergue nos diversités culturelles, parmi lesquelles l'affluence judaïque consacrée par notre Constitution. Il ne s'agit au final ni plus ni moins que de renouer avec les profondeurs de notre mémoire collective, inscrite dans notre ADN commun, et de nous réapproprier notre histoire. Lorsque sur une page de manuel scolaire se trouvent côte à côte les photos de Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, inaugurant Beit Dekira à Essaouira et accueillant le pape François sur le sol marocain, il y a là un message fort d'ouverture et de tolérance que nous allons inculquer à tous nos enfants afin que, aux yeux du monde, le Maroc puisse continuer d'incarner cette formidable exception qui fait que deux religions et deux cultures, islam et judaïsme, peuvent finalement se rejoindre en parfaite symbiose pour peu que le drapeau d'une même patrie les unisse. C'était là donc le témoignage du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur l'apprentissage de cette histoire et de cette composante judéo-marocaine dans notre histoire marocaine. Je vous propose d'enchaîner avec ces témoignages de Marocains de confession juive, témoignages très émouvants, vous allez le voir, des Marocains installés en Israël. Notre correspondant Faleh Nasser Faleh les a rencontrés à Haïfa et en Galilée. Regardez ici. الوالدة ديالي حانة الله يرحمها جات من سكورة بلاد من الصحراء والوليد جا من زاوية سيد رحال منطقة دي الزلال في الموين أطلس. عندي حاجة وحدة ولا جوج اللي أنا تنفكر في الدار البيضاء. الحاجة الأولى اللي كنا ساكنين في المدينة القديمة رو ضرب جامع الشلوح 172 والباب البيت ديالنا كان خضر. هذا اللي أنا فاكر. وحاجة ثانية الصوت بوليس ودي الامبولانس. كل شيء على المغرب. ثلاثة على مغربيين ولا المغرب مع جيد دي ماروك
704 وركات كل كتاب. والآخر كتاب ديالي اللي خرج هذا العام وعلى اليهود اللي كانوا ساكنين في المغرب 26 100 سنة 2600 سنة تاريخ اليهود في المغرب. والاسم ديال الكتاب يهود مغاربة under the Islam in Maghreb. والملك حسن الثاني الله يرحمه، محمد الخامس الله يرحمه، مولاي يوسف الله يرحمه، ومولاي محمد السادس، وما ملكة ديالنا أي يهودي مغربي يقول لك هذا الشيء. الملك محمد السادس هو الملك ديالنا. هذا كانت فترة صعبة في دولة إسرائيل. عائلتي هجرت من المغرب من منطقة تفيلالت، قرية أو بلد صغيرة اسمها أرفود، وهجرنا في سنة 49 وأتينا إلى إسرائيل. الثلاث أو 4 سنين الأولى كنا في تخوت، كنا في بيوت من يعني مؤقتة، ويمكن بعد 4 سنين دخلنا إلى مساكن التي بنيت. أول كتاب كان على القضاة في بريطانيا. يعني فكر يهودي طلع من مغرب أجى لطبرية، من طبرية تخرج أجى لشيكاغو وكتب الدكتوراه على القضاة في بريطانيا ونشرها، وصار هذا الكتاب مشهور ومقبول جدا. وهذا اللي فتح لي الأبواب في المستوى الدولي. وبعد ذلك كنت في نشاط سياسي وانضميت إلى حزب العمل وكنت وزير وإلى آخره. وأنا كنت دائما مع ضمير اجتماعي. في هناك ارتباط إيجابي، في هناك ارتباط على حسب الشعور، والعديد الكبير، عدد كبير من اليهود زاروا المغرب ورجعوا إلى بيوتهم وزاروا المقابر، وفي هناك ارتباط من ناحية عاطفية كبيرة. الطاجين هو باش حنا اللي كنا في المغرب ماما كانت تطبخ في الطاجين، وكل شيء يطبخ كان في الطاجين باش كان تيطبخ مزيان. وحنا هنا عملنا الطاجين وتنجيبوا على الميده كمان الطاجين. في الطاجين باش تنطبخوا به في المطبخ، وفي الطاجين اللي نحطوه في الطاوله باش ياكلوا به الناس. وكاينين الناس اللي بيجوا يشريو هنا للسبت، في السبت حنا بنبيعوا هنا الماكله باش ياكلوا في السبت في الداروم. Et justement, nous continuons notre discussion avec l'anthropologue André Lévy. Alors, professeur Lévy, comment justement ce patrimoine culturel judéo-marocain est-il transmis aux jeunes générations? On vient de le voir, il y a les anciennes générations, mais comment, selon vous, mieux transmettre ce patrimoine à ces jeunes générations et quelles en sont les principales expressions? Tout d'abord, il y avait des processus dans Israël même ils ont amélioré un petit peu le melting pot, qui a demandé d'unifier l'identité de tous les Israéliens.
Et deuxièmement, le deuxième moitié des années 80, le roi Hassan el-Thani, il a ouvert les portes et la possibilité des Israéliens d'origine marocaine à retourner au Maroc évidemment pour des visites. Et cette décision, je crois, était très, très importante parce que il y avait une augmentation d'identité particulièrement marocaine, et ça rééduquait la jeune génération parce qu'ils avaient la possibilité de rencontres par visiter le Maroc, et voir que les histoires de leurs parents, de la vie mutuelle avec les musulmans, c'est pas des histoires fairy tale, j'ai oublié le nom, ça veut dire des histoires sans une base du vérité. Actuel. Alors, actuel, voilà. Alors, moi, et maintenant, j'estime que le traité entre le Maroc et les États-Unis va encore contribuer encore plus ces relations, et ça va créer une présence israélienne dans le Maroc, et cette présence-là va rejeter ou va retourner en Israël pour même changer, j'espère, changer l'idée que les Israéliens ont sur les pays arabes. Très bien. Alors, on reste dans la culture et dans l'attachement, n'est-ce pas, à la terre marocaine. Et je me dirige à présent à New York. David Serrero, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Mais très très bien, très très bien. Alors je rappelle donc que vous êtes artiste lyrique et on parle d'attachement au pays, à la patrie finalement. Vous êtes franco-marocain, établi aux États-Unis, et c'était il y a quelques années, c'était à l'occasion du 18e anniversaire de la fête du trône, où vous avez chanté l'hymne national marocain. Cela vous a fait quoi? Est-ce que vous avez peut-être un souvenir de l'émotion que vous avez eue à ce moment-là? Absolument, et une émotion aussi forte que d'être sur votre plateau aujourd'hui dans cette belle émission Sbakalalik. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous savez, moi je chante très souvent l'hymne marocain. D'ailleurs, j'impose même de chanter l'hymne marocain lorsque, par exemple, il y a une cérémonie ou un award ou le festival du film Séfarade de New York que je produis. J'impose une soirée marocaine dans laquelle il est coutume de chanter l'hymne américain. Mais en plus de l'hymne américain, je chante l'hymne marocain et je mets, et je suis très fier, la photo en grand de Sa Majesté, notre cher roi bien-aimé Mohamed VI, que Dieu l'assiste et lui prête une longue vie, une longue grande santé. On met sa photo sur scène avec le drapeau marocain à côté du drapeau américain. Et c'est bien entendu une fierté que de montrer cette belle richesse et ce peuple si merveilleux qu'est le peuple marocain. Oui, alors vous le dites justement, l'attachement au drapeau et l'attachement au monarque, au souverain. Car rappelons-le, loin de toute forme de discrimination, les rois alaouites cultivent depuis des siècles maintenant une relation toute particulière avec cette communauté juive marocaine qu'ils protègent, qu'ils ont protégée et protègent toujours et soutiennent en toutes circonstances. Je vous propose de regarder un reportage dans ce sens. C'est l'histoire d'une relation ancestrale et unique en terre d'islam. Les liens qui unissent le trône alaouite et la communauté judéo-marocaine trouvent leurs racines dans une histoire commune et profonde. En tant qu'Amir el-Mouminin, au Maroc, le roi est le garant de la liberté des cultes, non seulement des musulmans, mais aussi des adeptes des autres religions monothéistes. Attachée à ce devoir spirituel de protection de tous ses citoyens, la monarchie marocaine a toujours su préserver ses traditions,
en protégeant ses citoyens juifs. En 1941, le roi Mohamed V refuse de se soumettre aux lois anti-juives du régime de Vichy et clame sa ferme opposition à toute forme de ségrégation entre ses sujets sur la base de leur religion. Il déclare alors « Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des sujets ». Et en refusant de remettre la liste des Marocains de confession juive au maréchal Pétain, il sauve alors des dizaines de milliers de familles de la déportation et écrit l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire contemporaine du Maroc. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les Juifs marocains vénèrent Feu Sa Majesté Mohamed V comme un juste parmi les nations. La politique de feu le roi Hassan II à l'égard des Juifs s'inscrit dans la continuité de celle de son père, une protection sans équivoque des Juifs marocains, notamment durant les années 80. Hassan II veillera durant toute la durée de son règne à ce qu'il n'y ait jamais de rupture dans les relations entre le royaume et les Juifs marocains de la diaspora établis dans le monde entier. Il soutient en 1999 la fondation de l'Union mondiale du judaïsme marocain afin de garder soudée cette communauté. Si l'islam nous demande de ne faire aucune distinction entre les prophètes de Dieu, alors c'est cet esprit-là que nous voulons adopter ici au Maroc. Et cette attitude, comme vous savez, nous l'avons héritée de notre père Feu Mohamed V ainsi que de nos aïeux. C'est pourquoi nous ne voulons qu'il y ait aucune différence entre les Marocains, quelle que soit leur religion. C'est dans ce même élan et ce même engagement que le roi Mohamed VI, depuis son intronisation, n'a cessé d'œuvrer à la préservation et à la protection de la communauté juive. Cet état d'esprit s'est concrétisé par la réalisation d'un ensemble d'initiatives qui mettent en valeur l'apport hébraïque comme un des affluents ayant enrichi l'identité nationale, tel qu'il est mentionné en préambule de la Constitution de 2011. Depuis plus de 2 décennies, le roi Mohamed VI soutient la recherche universitaire relative à la participation et au rôle des Juifs dans le royaume chérifien. Un nouveau cours en arabe dédié à l'histoire et à la culture judéo-marocaine a fait son apparition dans un manuel, une nouveauté inédite de par le monde, applaudie par les Marocains de toute confession au Maroc et par-delà les frontières du royaume. كل نهار البراوة جايين وراه كل شي بالدين. Il a été conseiller de feu Sa Majesté Hassan II Allah yarhamou et de Sa Majesté Mohamed VI. Il témoigne à son tour de cet amour indéfectible et naturel que porte la communauté judéo-marocaine de par le monde aux différents rois du Maroc. Je vous laisse avec cet extrait du conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, André Azoulay, que j'ai rencontré pour vous. Regardez. La monarchie, c'est le Maroc c'est la monarchie. Nous sommes marocains, donc il était normal. La question aurait pu se poser si nous exprimions quelque chose d'autre. En réalité, cet ancrage, il est au cœur de notre enracinement à notre pays. Et nous sommes ici, on l'a choisi ensemble. Je ne suis pas à Essaouira, nous ne sommes pas ensemble à Essaouira et nous parlons du judaïsme et aussi d'Essaouira. Mais avec le mausolée qui est là, avec nos rois qui y sont, c'est bien sûr l'histoire de nous tous. Et pour moi, en tant que Marocain de confession juive, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, continue à être la référence mondiale du courage, de l'humanisme, de l'éthique, de cet acte et de ce choix fait par Sa Majesté le roi Mohamed V, Allah yarhamou, quand pendant
protectorat français, il a résisté aux lois scélérates de Vichy de l'époque. Et nous sommes dans une soirée culturelle et qui célèbre aussi l'art sous toutes ses formes. Et à ce propos, je vous laisse avec cette création artistique d'un de nos collègues ici à Média TV, Driss Tebba, qui nous fait découvrir, ou peut-être pour ceux qui connaissent déjà, redécouvrir l'histoire de cette chanson mythique, Hakka Mama. خبز السرغينة أنا أكل فيه وندوقه خلي مولاته بنت حليمة اللي ذاته هي مولاته On rejoint encore une fois David Serero depuis New York. Alors David Serero, en tout cas, félicitations déjà parce que vous avez quand même eu un très beau prix. Première fois qu'un franco-marocain a les prix de l'opéra, n'est-ce pas, Opera Awards. Bon, avant de parler de votre prix, alors, vous avez adapté des classiques, des grands classiques de l'opéra à la sauce marocaine. Est-ce qu'on peut attendre peut-être de grands classiques marocains à la sauce de l'opéra par vos soins, David Serero? Avec vous, Laï Khalik, je fais toutes les sauces. Il y a n'importe quelle sauce que vous voulez, je vous l'amène. Il n'y a pas de problème. Autant pour moi. Merci beaucoup. J'étais très ému de voir les reportages que vous avez fait avant. J'ai même eu les larmes aux yeux quand vous avez montré cet attachement extraordinaire de nos souverains. Donc, c'est très, 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 très beau. Je suis très ému. Oui, en fait, moi, mon rêve, c'est vraiment d'amener l'opéra au Maroc de façon, entre guillemets, établie pour l'éternité. Je rêve d'une troupe royale de l'opéra au Maroc, de la même façon qu'il y a l'opéra de Paris, de Londres. Je rêve d'un opéra national à Rabat, pourquoi pas à Casa, où vous voulez. Et par exemple, là, vous voyez Othello que j'ai joué à New York et que j'ai adapté dans un style marocain. Et je lance un appel à des auteurs de théâtre marocains pour vraiment créer une école de théâtre marocaine pour après exporter cette tradition de théâtre dans le monde entier. J'ai gagné les 3 Broadway World Awards à New York, c'est-à-dire la première fois qu'un non-américain gagne ces awards. Moi, je n'ai pas ce rêve marocain, ce rêve américain, pardon, cet American Dream. J'ai le rêve marocain maintenant. C'est que tout ce que j'ai acquis à l'étranger, je veux désormais l'apporter au Maroc, à la jeunesse marocaine, et puis de faire des opéras en darija, des opéras, pourquoi pas des opéras comme Carmen, par exemple, adaptés en darija, c'est un de mes rêves les plus importants. Et il y a une demande vraiment, puisque l'opéra, c'est le symbole de la générosité, de la fraternité, et ce sont des qualités que tous les Marocains possèdent.
Puisse ce rêve être exaucé et puis ce sourire que vous avez tellement contagieux, David Serrero. Alors justement, j'aimerais joindre à présent un autre artiste. Il est réalisateur et il est parti justement à la rencontre d'autres artistes, notamment chanteurs, compositeurs, dont Netta Kayam qu'on a écouté en début de cette deuxième partie. Kamal Hachkar, alors vous êtes parti à la rencontre de plusieurs artistes judéo-marocains, notamment en Israël, mais aussi ici au Maroc et dans d'autres contrées. Hein. Quel est le point commun entre tous ces artistes-là, selon vous? Je pense que tous ces artistes dont vous venez de parler, que ce soit Netta Al-Kayam, Amit Hay Cohen, Abir El-Abed qui est dans le film et tant d'autres, ont en commun ce même imaginaire, cette même mémoire de la pluralité marocaine, ce même amour de la culture, de la musique, de la chanson. David Serrero vient de vous en parler à l'instant. Moi, je lui souhaite la bienvenue s'il vient s'installer au Maroc. Effectivement, créons ces synergies ensemble. Cette jeune génération de juifs et de musulmans, nous pouvons, enfin voilà, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers l'opéra, on peut recréer, on peut réécrire une page de notre histoire qui a été à un moment donné brisée, qui a été blessée. Et je crois que l'acte de Sa Majesté, de cette normalisation, ces retrouvailles, pour moi c'est plus ce que beaucoup disent, enfin il y a un mot en hébreu qu'on appelle le tikkun, qui est une réparation. Et Fanny Mergui, mon amie Fanny Mergui en parlait à juste titre tout à l'heure. Elle n'a pas répondu finalement à cette question, mais si elle est revenu s'installer au Maroc, c'est que la terre du Maroc lui manquait profondément. Et avec mon amie Fanny Mergui, j'ai l'impression, moi qui n'ai pas vécu cette présence juive, parce que j'ai grandi en France, j'ai le sentiment avec mes quelques amis juifs que j'ai ici au Maroc, et notamment avec Fanny, de continuer de perpétuer ce Maroc pluriel. Et je rêve, et moi je lance un appel aux jeunes Marocains, où qu'ils soient, d'ailleurs qu'ils soient, moi j'ai grandi en France et je me suis réinstallé au Maroc, qu'ils soient juifs ou musulmans, venez, marhaba bikoum hadal bladkoum, pour construire ensemble cette marocanité plurielle dans le présent pour le futur. Et n'oublions pas le passé aussi, Kamal Hachkar. Et vous avez lancé un appel, j'ai un autre appel, mais cela qui vient vraiment du cœur et qui parle au cœur des Marocains et de son public marocain. Il s'agit de l'une des icônes de l'art chaibi marocain, fille de Casablanca de Medina, Dial Tal Beda, amoureuse de Maghreb, du Maroc et surtout de son public marocain à Casa, Amsterdam, Montréal, où qu'il soit. Raymond Bedaouia n'a qu'une seule envie chaque fois qu'elle quitte le Maroc, c'est d'y retourner. Regardez ce témoignage touchant de la diva du Chaibi qu'elle nous a envoyé depuis Israël. أغنية المغربية عليها كبرت حيت أنا خلقت في الملاح والملاح ديالنا كانوا الجيران ديالنا مسلمين واليهود وهذيك هي اللغة اللي كانت بيناتنا وكان داكشي هي لا جوا دو فيفر هي لا ميوزيك folklorique du Maroc. وخديتها معايا سيتي مون سول باجاج. دابا انا فخوره بهذه الاغنيه وبهذا الشعبي ديالنا وبيان سور بالمغرب ديالنا وتوحشتكم بزاف وان شاء الله تنتمنى نعاود نرجع للمغرب ونعاود نشوفكم وتوحشتكم. Et nous le souhaitons aussi, cher Raymond El Bedaouia, et nous souhaitons que ces artistes, nos artistes marocains, continuent de contribuer à l'enrichissement de cette culture marocaine. Voilà, cette soirée culturelle spéciale touche à sa fin. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de ce moment télévisuel une expérience unique, une ode à l'unité, un bouquet d'art et d'émotions. Merci aux équipes techniques, aux équipes de reportage, des départements artistiques et culturels, mais aussi à nos intervenants distingués qui ont tant partagé avec nous ce soir. Thème Rabit, c'est finalement un message d'unité et de fierté d'appartenance à une patrie. Et c'est pourquoi nous allons nous quitter sur l'hymne national interprété avec brio par l'Orchestre Philharmonique de Jérusalem.
Quotidien TV vous invite à devenir témoin de l'actualité. Vous avez été présent au moment des faits. Envoyez